En 1847, dans le comté de Baldwin en Géorgie, une jeune Africaine de 19 ans a accompli quelque chose que les registres officiels qualifient encore aujourd'hui d'impossible. Son nom était Zola Diallo. Et ce qu'elle a fait était si troublant, si incompréhensible pour l'ordre établi, que pendant 175 ans, toute trace de son existence a été méthodiquement effacée des archives publiques. Pourtant, dans les caves poussiéreuses de certaines familles géorgiennes, des lettres privées racontent une autre histoire. Une histoire qui ne devrait pas exister. Si cette introduction vous a donné des frissons, abonnez-vous maintenant et commentez de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire nécessite votre attention jusqu'au dernier mot. Ce qui suit n'est pas une légende. Ce n'est pas un conte folklorique transmis oralement. Ce sont des fragments documentés, des témoignages écrits, des rapports officiels partiellement détruits et des correspondances familiales qui, ensemble, dessinent le portrait d'une impossibilité historique. Une impossibilité que les autorités de Géorgie ont tenté d'enterrer pour toujours. La Géorgie des années 1840 était un État profondément ancré dans l'économie de plantation. Le coton régnait en maître absolu sur ces terres rouges et fertiles, et avec lui, un système d'exploitation humaine qui touchait près de 440 000 personnes réduites en esclavage. Dans le comté de Baldwin, situé au centre de l'État, les plantations s'étendaient à perte de vue, séparées par des forêts de pins et des chemins de terre battus qui devenaient impraticables durant les pluies d'automne. C'était une société rigidement stratifiée où chaque personne connaissait exactement sa place. Les grands planteurs formaient une aristocratie terrienne qui contrôlait non seulement l'économie locale, mais aussi la justice, l'administration et même les églises. Ils vivaient dans de vastes demeures à colonnes blanches, symbole tangible de leur puissance, entourés de jardins soigneusement entretenus qui contrastaient violemment avec les quartiers d'esclaves situés hors de vue derrière les champs de coton. Entre les grands propriétaires et les esclaves existait une classe intermédiaire complexe. Les contremaîtres blancs, souvent des hommes brutaux qui tiraient leur autorité de la violence qu'ils pouvaient exercer impunément. Les petits fermiers qui possédaient parfois 1 ou 2 esclaves et rêvaient de s'élever socialement, et les artisans libres qui dépendaient du système sans en faire pleinement partie. Cette hiérarchie était maintenue non seulement par la force, mais par un ensemble de lois, de coutumes et de terreurs psychologiques qui rendaient toute transgression impensable. Dans ce contexte, la plantation Calhoun représentait l'un des domaines les plus prospères du comté. Propriété de Samuel Calhoun, un homme d'une 50aine d'années, réputé pour son pragmatisme froid plutôt que pour sa cruauté ostentatoire. Elle s'étendait sur plus de 1200 hectares. Contrairement à certains de ses voisins qui gouvernaient par la terreur pure, Calhoun préférait un système qu'il appelait lui-même de gestion rationnelle. Il voyait ses esclaves comme des investissements coûteux qu'il fallait préserver pour maximiser leur productivité à long terme. Cette approche calculatrice n'était pas plus humaine que la brutalité ouverte, elle était simplement différente, peut-être même plus insidieuse, car elle créait une illusion de bienveillance paternaliste. La demeure principale dominait le paysage, une construction en briques rouges de style néoclassique avec son portique imposant. Derrière elle s'étendaient les bâtiments fonctionnels, la cuisine séparée pour prévenir les incendies, les écuries, les entrepôts, les ateliers. Et encore plus loin, invisible depuis la maison principale, mais toujours présent dans la conscience collective, les cabanes des esclaves formaient leur propre village. Une communauté forcée de près de 130 âmes qui vivaient sous la surveillance constante du système. La vie quotidienne suivait un rythme implacable, dicté par les saisons et les exigences du coton. De l'aube au crépuscule, les champs bruissaient du travail de corps courbé sous le soleil impitoyable de Géorgie. Les enfants travaillaient dès qu'ils pouvaient porter un sac, les femmes enceintes jusqu'au dernier moment, les anciens jusqu'à ce que leur corps refuse de continuer. Le dimanche, seul jour de repos partiel, était consacré au service religieux supervisé par un prédicateur blanc qui prêchait la soumission comme vertu chrétienne,
puis à l'entretien minimal des potagers individuels qui complétaient les rations insuffisantes distribuées par la plantation. C'est dans ce monde suffocant, gouverné par des règles non écrites mais absolues, qu'arriva Zola Diallo à l'automne 1846. Le 23 octobre 1846, Samuel Calhoun acquit lors d'une vente aux enchères à Savannah une jeune Africaine que les documents de vente décrivaient comme âgée d'environ 18 ans, d'origine présumée sénégalaise, arrivée récemment sur le continent américain. La traite transatlantique était officiellement interdite depuis 1808, mais les contrebandiers continuaient leurs opérations et les autorités fermaient volontiers les yeux moyennant compensation appropriée. Personne ne posait trop de questions sur la provenance exacte des esclaves fraîchement débarqués. Ce qui distinguait immédiatement cette acquisition des autres, c'était le prix extraordinairement élevé que Calhoun avait accepté de payer. 1200 $, soit plus du double de la valeur habituelle d'un esclave en bonne santé. Les registres de la vente, conservés dans les archives du comté de Chatham, mentionnent cette somme avec une annotation marginale ajoutée d'une écriture différente, probablement celle d'un clerc surpris. Prix vérifié et confirmé malgré l'invraisemblance. Pourquoi un planteur aussi calculateur que Calhoun aurait-il payé un prix aussi exorbitant? Les rumeurs circulèrent immédiatement parmi la communauté des planteurs. Certains murmuraient que la jeune femme possédait une beauté si extraordinaire que Calhoun avait perdu toute raison. D'autres, plus cyniques, suggéraient qu'elle devait avoir des compétences particulières justifiant l'investissement. La vérité, telle qu'elle émerge des lettres privées de Sarah Calhoun, l'épouse de Samuel, était à la fois plus simple et plus complexe. Lors de l'inspection préalable à la vente, un incident s'était produit. Un des futurs acheteurs, un certain Jeremiah Hutchins, planteur connu pour sa brutalité, avait été pris de violentes convulsions après avoir examiné de trop près un groupe d'esclaves. Les médecins présents ne trouvèrent aucune cause évidente. Hutchins fut transporté inconscient hors de la salle des ventes. C'est alors que la jeune Africaine, qui serait plus tard nommée Zola, s'était approchée de Samuel Calhoun et, dans un anglais rudimentaire mais compréhensible qu'elle n'était pas censée parler, avait murmuré quelques mots que personne d'autre n'entendit. Calhoun pâlit, regarda la jeune femme avec une expression indéchiffrable. Puis, lorsque les enchères commencèrent, il surenchérit avec une détermination qui surprit tous les présents jusqu'à remporter la mise à un prix délirant. Que lui avait-elle dit exactement? Aucun document ne le révèle explicitement. Mais une lettre que Sarah Calhoun écrivit à sa sœur 3 semaines plus tard contient un passage troublant. Samuel refuse de discuter de la manière dont il a acquis cette nouvelle esclave. Il dit seulement qu'elle possède des connaissances qui peuvent sauver notre famille d'une catastrophe imminente. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, mais je l'ai rarement vu aussi troublé. La fille, qu'il a nommée Zola d'après un mot qu'elle a prononcé, est effectivement remarquable, mais d'une manière qui me met profondément mal à l'aise. Zola Diallo arriva donc à la plantation Calhoun dans des circonstances déjà enveloppées de mystère. Son apparence physique, telle que décrite dans les rares documents qui la mentionnent, était frappante, sans être conventionnellement belle selon les standards de l'époque. Grande pour une femme, avec une posture droite qui contrastait avec la soumission courbée qu'on attendait des esclaves, elle possédait des traits anguleux, des yeux d'une intensité dérangeante et des mains aux longs doigts que plusieurs témoins décrivirent plus tard comme ayant quelque chose d'inquiétant dans leur agilité. Contrairement aux nouveaux arrivants qui étaient généralement assignés aux travaux des champs les plus durs pour briser toute résistance, Zola fut installé dans une cabane individuelle, privilège extraordinaire, et affecté à des tâches domestiques légères. Cette décision provoqua un ressentiment immédiat parmi les autres esclaves de la plantation, particulièrement les femmes qui travaillaient depuis des années sans jamais recevoir de tels égards. Les premiers mois de Zola à la plantation Calhoun furent marqués par une série d'événements qui, pris individuellement, pouvaient sembler coïncidences, mais qui, assemblés, formaient un motif troublant. En novembre 1846, à peine 3 semaines après son arrivée,
Le fils aîné de Samuel Calhoun, Thomas, âgé de 22 ans, tomba gravement malade. Les médecins locaux diagnostiquèrent une fièvre typhoïde, maladie redoutée qui tuait régulièrement dans la région. On prépara la famille à l'inévitable. Thomas délirait, son corps consumé par une fièvre qui ne baissait pas, malgré les saignées répétées et les cataplasmes de moutarde. C'est alors que Samuel Calhoun prit une décision qui scandalisa son épouse et les médecins présents. Il ordonna que Zola soit amené au chevet de son fils. Les lettres de Sarah Calhoun décrivent la scène avec un mélange de fascination horrifiée et d'incrédulité. La jeune Africaine a examiné Thomas avec une assurance qui m'a glacé le sang. Elle a écarté les médecins comme on repousse des enfants importuns. Puis, elle a préparé une décoction avec des herbes qu'elle avait, disait-elle, cueillies dans les bois entourant la plantation. L'odeur était âcre, presque insupportable. Les médecins protestèrent vigoureusement, affirmant qu'elle allait empoisonner notre fils. Mais Samuel leur intima l'ordre de se taire. J'ai prié pendant toute la nuit. Le lendemain matin, contre toute attente, la fièvre de Thomas avait baissé. 3 jours plus tard, il était conscient. 1 semaine après, il était capable de marcher. Les médecins qualifièrent cela de rémission miraculeuse, refusant d'attribuer quelque crédit que ce soit aux interventions de Zola. Mais Samuel Calhoun, lui, savait ce qu'il avait vu. À partir de ce moment, la position de Zola dans la plantation changea subtilement. Elle ne fut plus assignée à aucune tâche domestique spécifique. Au lieu de cela, elle était autorisée à passer ses journées dans les bois et les champs, cueillant des plantes et des racines. Une petite pièce, dans l'une des dépendances, lui fut allouée où elle préparait ses remèdes. Les autres esclaves commencèrent à la consulter secrètement pour leurs maux, et elle les soignait avec une efficacité qui dépassait de loin celle des médecins blancs qui visitaient occasionnellement la plantation. Ce qui est particulièrement troublant dans les témoignages de cette période, c'est la nature des connaissances que Zola semblait posséder. Elle ne se contentait pas de connaître les propriétés médicinales des plantes, ce qui était déjà remarquable. Elle comprenait apparemment des concepts que les médecins de l'époque débattaient encore. L'importance de la propreté des plaies, l'idée que certaines maladies se transmettaient par contact, la nécessité d'isoler les malades contagieux. Un document particulièrement révélateur est une lettre du docteur Cornelius Pemberton, médecin établi dans le comté, adressée à un collègue de Milledgeville en mars 1847. J'ai été témoin de pratiques qui défient mon entendement médical. Cette esclave africaine de la plantation Calhoun traite les plaies infectées en les nettoyant avec une solution bouillante d'écorce de saule et d'autres substances que je n'ai pu identifier. Elle refuse de pratiquer des saignées, allant jusqu'à les déconseiller activement. Plus troublant encore, ces patients guérissent avec une régularité qui rend mes propres interventions, basées sur les meilleures pratiques médicales, presque obsolètes. Je ne comprends pas comment une sauvage illettrée peut obtenir de tels résultats. Calhoun refuse catégoriquement de limiter ses activités. Mais ce n'était pas seulement ses compétences médicales qui rendaient Zola extraordinaire. Au fil des mois, il devint évident qu'elle apprenait avec une rapidité stupéfiante. En moins de 6 mois, elle maîtrisait l'anglais avec une fluidité qui dépassait celle de nombreux esclaves nés sur le sol américain. Elle apprit à lire et à écrire, malgré les lois strictes de Géorgie interdisant l'alphabétisation des esclaves sous peine de sévères châtiments. Comment y parvint-elle? Plusieurs témoignages suggèrent qu'elle convainquit la jeune fille des Calhoun, Martha alors âgée de 16 ans, de lui enseigner en secret. Un journal intime de Martha Calhoun, découvert dans les années 1970 lors de la vente d'une maison familiale, contient des entrées révélatrices. En mai 1847, elle écrit « Zola possède un esprit comme je n'en ai jamais rencontré. Elle absorbe tout ce que je lui enseigne avec une avidité troublante. Parfois, j'ai l'impression qu'elle ne m'écoute pas seulement pour apprendre, mais qu'elle m'étudie, comme un naturaliste observerait un insecte sous un microscope. Cela devrait m'effrayer, je suppose, mais au lieu de cela, je me sens étrangement attiré par sa présence. Elle me pose des questions sur notre société, sur nos lois, sur la manière dont fonctionnent les affaires de père. Je réponds,
même si je sais que je ne devrais pas. Ce passage est important, car il révèle quelque chose de fondamental. Zola n'apprenait pas seulement la langue et la culture. Elle étudiait systématiquement le système qui l'opprimait, en comprenant les mécanismes, les failles, les points de pression. L'été 1847 marqua un tournant dans l'histoire de Zola Diallo et par extension, dans celle de la plantation Kaloun. Les événements de cette période sont documentés dans plusieurs sources indépendantes qui, malgré leurs contradictions sur certains détails, convergent vers un fait troublant. Zola avait commencé à exercer une influence qui dépassait largement ce qui était concevable pour une personne de son statut. Le changement le plus visible concernait les conditions de vie dans les quartiers des esclaves. Traditionnellement, ces zones étaient des lieux de souffrance muette où les maladies se propageaient rapidement dans des cabanes surpeuplées et insalubres. Mais sous l'influence discrète de Zola, des modifications commencèrent à apparaître. Des fossés de drainage furent creusés autour des cabanes pour éviter l'eau stagnante qui favorisait les fièvres. Des herbes médicinales furent plantées dans de petits jardins communautaires. Les malades contagieux furent isolés, pratique jusqu'alors inconnue dans la plantation. Comment une esclave arrivée depuis moins d'un an avait-elle pu initier de tels changements? Les documents suggèrent qu'elle avait trouvé un moyen de convaincre Samuel Kaloun que ces améliorations augmenterait la productivité de sa main-d'œuvre en réduisant les pertes dues aux maladies. C'était un argument calculateur qui faisait appel au pragmatisme du planteur plutôt qu'à sa compassion inexistante. Un registre comptable de la plantation, conservé aux archives d'État de Géorgie, montre effectivement une diminution remarquable de la mortalité parmi les esclaves durant l'été et l'automne 1847. Alors que les années précédentes voyaient généralement entre 10 et 15 décès annuels parmi la population esclave, cette année-là, seulement 3 morts furent enregistrés. Pour un propriétaire comme Kaloun, cela représentait une économie substantielle. Mais l'influence de Zola s'étendait au-delà des aspects purement médicaux. Les témoignages d'anciens esclaves, recueillis après la guerre de sécession par le Freedmen's Bureau, parlent d'elle avec un mélange de respect et de crainte. Une femme nommée Patience, qui avait travaillé au champ de coton, témoigna en 1867. Zola était différente de nous tous. Elle n'avait pas la peur dans les yeux que nous portions tous. Quand elle parlait, même les contremaîtres blancs semblaient l'écouter, même s'ils ne voulaient pas l'admettre. Elle nous a appris à nous tenir droit, à ne pas baisser les yeux trop vite. Elle disait que notre corps nous appartenait toujours, même si la loi disait le contraire. Cette dernière phrase est particulièrement significative. Dans une société où les corps des esclaves étaient légalement la propriété absolue de leur maître, où toute affirmation d'autonomie physique ou mentale était brutalement réprimée, Zola enseignait une forme de résistance psychologique qui était peut-être plus dangereuse pour le système que n'importe quelle révolte violente. Si cette histoire vous captive et vous trouble, montrez votre soutien en likant cette vidéo et en commentant ce que vous pensez qu'il va se passer. Votre engagement nous permet de continuer à partager ces histoires oubliées. Un incident survenu en août 1847 illustre parfaitement la complexité de la position de Zola. Jacob Winters, le contremaître principal de la plantation, homme brutal dans la quarantaine réputé pour sa cruauté envers les esclaves, tomba d'un cheval et se brisa la jambe. La fracture était sévère, l'os perçant la peau. Les médecins appelés d'urgence recommandèrent l'amputation immédiate, procédure qui à l'époque avait un taux de mortalité supérieur à 50%. Winters, terrifié par la perspective, supplia qu'on fasse venir Zola. Cette requête en elle-même était remarquable, un contremaître blanc demandant l'aide d'une esclave africaine. Mais plus remarquable encore fut ce qui suivit. Zola examina la blessure, puis annonça calmement qu'elle pouvait sauver la jambe. Les médecins protestèrent vigoureusement, affirmant qu'elle condamnait Winters à une mort par gangrène. Mais Winters, dans sa panique, insista. Zola passa 3 jours et 3 nuits au chevet de Winters. Elle nettoya la plaie avec une solution qu'elle avait préparée,
repositionna l'os avec une précision que les médecins qualifièrent plus tard de chirurgicale, appliqua des cataplasmes qui changeaient selon un rythme précis, et força Winters à boire des décoctions amères qui le maintenaient dans un état de semi-conscience contrôlée. La fièvre vint comme prévu, mais Zola la combattit avec une détermination implacable. Après une semaine, Winters était hors de danger. Après 3 mois, il marchait avec une légère claudication. Les médecins, humiliés, ne purent que constater le succès tout en refusant d'en reconnaître publiquement les implications. Mais Winters, lui, n'oublia jamais. Cet homme brutal, qui avait fouetté des esclaves pour des infractions mineures, développa envers Zola une attitude complexe, mêlant gratitude, respect craintif et ressentiment profond. Il ne la toucha plus jamais, mais son regard, selon plusieurs témoins, contenait quelque chose de troublant chaque fois qu'il la croisait. Ce qui est fascinant, c'est que Zola ne demanda aucune faveur en retour pour avoir sauvé Winters. Elle retourna simplement à ses activités habituelles, comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé dans la dynamique de pouvoir de la plantation. Les esclaves avaient vu un contremaître blanc supplier une des leurs. Les Blancs avaient vu leur certitude médicale défiée par les connaissances d'une Africaine. Ces fissures dans l'ordre établi, aussi minuscules fussent-elles, ne passeraient pas inaperçues. L'automne 1847 apporta avec lui une série d'événements qui transformeraient la position inhabituelle mais relativement stable de Zola en quelque chose de beaucoup plus dangereux et complexe. Le catalyseur fut l'arrivée d'un visiteur inattendu à la plantation Kaloun. Le 12 octobre, un homme se présenta à la porte principale de la demeure. Il se nommait Nathaniel Bradshaw, se disait inspecteur du bureau des registres de propriété de l'État de Géorgie et affirmait venir vérifier la conformité des documents de propriété des esclaves suite à des irrégularités constatées dans les registres de plusieurs comtés. Son apparence était ordinaire, la cinquantaine, costume sombre, manière polie mais formelle. Rien dans son comportement initial n'aurait dû éveiller la suspicion. Pourtant, dès son arrivée, Zola montra des signes d'agitation inhabituels. Plusieurs témoins, incluant Martha Kaloun dans son journal, rapportent que Zola insista pour être présente lors de l'entretien entre Bradshaw et Samuel Kaloun. Comportement absolument inapproprié pour une esclave. Quand Kaloun refusa, elle aurait murmuré quelque chose qui le fit pâlir et reconsidérer sa décision. La rencontre qui suivit fut, selon les fragments de témoignages qui subsistent, extraordinairement tendue. Bradshaw examina méthodiquement les documents de propriété de tous les esclaves de la plantation. Quand il arriva au dossier de Zola, il s'arrêta longuement, fronçant les sourcils. Il posa des questions détaillées sur les circonstances de son acquisition, sur le prix payé, sur sa provenance exacte. Samuel Kaloun répondit avec une irritation croissante, mais fournit tous les documents demandés. C'est alors que Zola, toujours présente malgré les protestations de Bradshaw, intervint directement. Dans un anglais parfait qui stupéfia le visiteur, elle dit « Vous n'êtes pas inspecteur. Les véritables inspecteurs portent un sceau en cuivre avec le blason de l'État. Vous n'en avez pas. Votre accent n'est pas de Géorgie, mais de Caroline du Sud, région de Charleston. Et vos mains n'ont jamais tenu une plume de fonctionnaire. Ce sont des mains de contremaître. » Le silence qui suivit fut, selon Martha Kaloun, d'une intensité presque insupportable. Bradshaw devint livide. Samuel Kaloun se leva brusquement. Bradshaw nia avec véhémence, mais ses dénégations sonnaient faux. Kaloun ordonna qu'on fasse venir le shérif du comté. Avant l'arrivée de la loi, Bradshaw s'effondra nerveusement et avoua. Il n'était pas inspecteur, il était chasseur d'esclaves fugitifs, mais pas en mission officielle. Il recherchait une jeune Africaine pour le compte de quelqu'un qu'il refusa de nommer, quelqu'un de très puissant qui avait des raisons de vouloir la retrouver. Il avait suivi sa trace depuis Savannah, utilisant sa fausse identité d'inspecteur pour accéder légalement aux plantations. Pourquoi recherchait-il Zola? Bradshaw, devant l'insistance menaçante de Kaloun, révéla une histoire troublante.
La jeune femme que Kaloun connaissait sous le nom de Zola Diallo n'était pas une esclave ordinaire fraîchement arrivée d'Afrique. Elle était la fille d'un guérisseur réputé du Sénégal, capturé lors d'un raid et amené en Amérique, certes, mais les circonstances exactes de son arrivée et de sa vente étaient entourées d'irrégularités. Plus perturbant encore, Bradshaw affirma que lors de son bref passage à Charleston, avant d'être transporté vers Savannah, Zola avait été témoin de quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Il refusa d'en dire plus, mais laissa entendre que cela impliquait des personnalités importantes et un crime qui, s'il était révélé, pourrait ébranler certaines fondations de la société sud-américaine. Kaloun fit enfermer Bradshaw et envoya chercher le shérif. Mais le lendemain matin, quand les autorités arrivèrent, Bradshaw avait disparu. Il s'était échappé durant la nuit de la pièce où il était gardé, laissant derrière lui seulement une note. « Elle sait trop. Ceux qui la protègent se mettent en danger. » Cette tentative d'enlèvement eut des conséquences immédiates. Samuel Kaloun, homme pragmatique avant tout, comprit qu'il possédait un actif devenu soudainement dangereux. Il augmenta la surveillance autour de Zola, non pour la contrôler mais pour la protéger, ce qui en soi était un renversement remarquable de la dynamique habituelle, mais il voulait aussi comprendre. Que savait exactement Zola? Quel secret transportait-elle qui justifiait de tels efforts pour la retrouver? Les semaines qui suivirent furent tendues. Zola, confronté par Kaloun en privé, révéla une partie de la vérité, suffisamment pour satisfaire sa curiosité sans tout dévoiler. Elle confirma qu'à Charleston, elle avait été témoin d'une réunion secrète entre des marchands d'esclaves et des hommes politiques. Une réunion où des plans avaient été discutés pour contourner les lois fédérales interdisant la traite et pour établir de nouvelles routes de contrebande. Elle avait entendu des noms, des montants d'argent, des détails de corruption qui, s'ils étaient révélés publiquement, pourraient ruiner des carrières et possiblement mener à des poursuites criminelles fédérales. Mais était-ce toute la vérité? Les lettres de Sarah Kaloun de cette période expriment des doutes croissants. Le 15 novembre 1847, elle écrit « Samuel passe de longues heures à converser avec Zola, seul dans son bureau. Quand je lui demande de quoi il parle, il devient évasif. Il dit qu'elle l'aide à comprendre certaines choses sur la gestion de la plantation, sur la prévention des maladies. Mais je sens qu'il y a plus. La manière dont il la regarde n'est pas celle d'un maître regardant sa propriété. C'est quelque chose de différent, presque de la déférence, et cela me terrifie. » Pendant ce temps, dans la communauté esclave de la plantation, des changements subtils mais significatifs continuaient. Zola avait commencé à tenir des réunions régulières, officiellement pour dispenser des conseils de santé. Mais plusieurs témoignages suggèrent qu'elle enseignait bien plus. Elle parlait de dignité, de mémoire, d'identité. Elle encourageait les esclaves nés en Amérique à préserver et transmettre les histoires de leurs ancêtres africains. Elle créait, essentiellement, un espace de résistance culturelle et psychologique au sein même du système d'oppression. Un aspect particulièrement troublant de cette période, révélé seulement dans des témoignages recueillis des décennies plus tard, concerne ce que Zola aurait dit lors de ses réunions secrètes. Un homme nommé Elijah, qui avait 15 ans à l'époque, témoigna en 1882. Zola nous disait que notre esclavage ne durerait pas éternellement, qu'il y avait des forces, des mouvements dans le Nord, des tensions entre les États qui aboutiraient à un conflit. Elle parlait comme quelqu'un qui pouvait voir l'avenir, et tout ce qu'elle a prédit est arrivé. Cette capacité apparente à anticiper les événements futurs est un aspect récurrent dans les témoignages concernant Zola. Était-ce vraiment de la prescience ou simplement une intelligence exceptionnelle capable d'analyser les tendances politiques et sociales de son époque? Quoi qu'il en soit, cette réputation ne fit qu'accroître son influence et, par conséquent, le danger qu'elle représentait pour le statu quo. Le début de l'année 1848 marqua un durcissement notable du climat social en Géorgie. Des nouvelles de révoltes d'esclaves dans d'autres États, amplifiées et souvent exagérées, circulaient et créaient une paranoïa croissante parmi les planteurs. Des lois plus strictes furent adoptées.
limitant encore davantage les mouvements des esclaves et augmentant les peines pour toute forme de désobéissance. Dans ce contexte tendu, l'existence d'une esclave exerçant une influence aussi inhabituelle que Zola ne pouvait rester indéfiniment sous le radar. Les premières critiques vinrent d'autres planteurs du comté qui avaient entendu parler de la situation à la plantation Calhoun. Lors d'une réunion du comité agricole en février 1848, plusieurs d'entre eux exprimèrent publiquement leurs préoccupations. Un compte-rendu de cette réunion, conservé dans les archives du comté de Baldwin, contient un passage révélateur. Le colonel Ezekiah Pemberton a soulevé la question des pratiques inhabituelles observées à la plantation Calhoun, mentionnant spécifiquement les libertés excessives accordées à une esclave africaine. Il a averti que de tels exemples créent des attentes dangereuses parmi la population esclave et menacent l'ordre social établi. Monsieur Calhoun a répondu que ces méthodes de gestion lui appartiennent et que les résultats parlent d'eux-mêmes en termes de productivité et de rentabilité. La tension durant cet échange était palpable, mais les pressions externes n'étaient qu'une partie du problème. Au sein même de la plantation Calhoun, des fissures commençaient à apparaître. Jacob Winters, le contremaître que Zola avait sauvé, développait une obsession malsaine. Plusieurs témoignages parlent de son comportement de plus en plus erratique. Il surveillait Zola constamment, notait ses mouvements, documentait ses interactions avec d'autres esclaves. Il était partagé entre la gratitude pour sa vie sauvée et la rage d'avoir été rabaissé, d'avoir dû supplier une esclave africaine. Un journal personnel de Winters, découvert après sa mort et brièvement mentionné dans un article de journal local, avant de disparaître mystérieusement, contenait des passages qui révélaient son état d'esprit troublé. Elle me regarde avec des yeux qui voient trop. Elle sait que je lui dois ma jambe, peut-être ma vie, et elle utilise cette dette comme une chaîne invisible. Les autres esclaves la suivent, non par peur, mais par respect, ce qui est infiniment plus dangereux. Calhoun est aveuglée par ses succès médicaux et ne voit pas qu'elle construit quelque chose qui finira par nous détruire tous. Le 28 mars 1848, un incident précipita la crise. Une épidémie de dysenterie frappa plusieurs plantations du comté, maladie mortelle qui pouvait décimer des populations entières en quelques semaines. La plantation Calhoun, grâce aux mesures d'hygiène que Zola avait implémentées, fut remarquablement épargnée. Seulement 2 cas bénins furent répertoriés, rapidement traités. Cette réussite, plutôt que d'être célébrée, devint source de suspicion. Comment était-il possible qu'une plantation reste pratiquement intacte quand toutes les autres souffraient? Des rumeurs commencèrent à circuler, des rumeurs dangereuses qui transformaient le succès médical en sorcellerie supposée. Certains murmuraient que Zola avait conclu un pacte avec le diable. D'autres affirmaient qu'elle empoisonnait délibérément les plantations voisines pour faire briller celles de Calhoun. Ces accusations absurdes prenaient pourtant racine dans un terreau fertile de superstition et de peur. Même parmi des hommes éduqués, la frontière entre médecine et magie restait floue. Et pour une société qui dépendait de la déshumanisation systématique d'une population entière pour justifier son fonctionnement, l'idée qu'une esclave africaine puisse posséder des connaissances supérieures à celles des médecins blancs était profondément menaçante. Le pasteur méthodiste du comté, révérend Josiah Blackwell, prononça en avril un sermon qui fut largement diffusé et discuté. Nous devons nous méfier de ceux qui prétendent détenir des connaissances venant de terres païennes. La vraie guérison vient de Dieu seul, pas des herbes de sorcières et des rituels de sauvages. Quand nous permettons à l'obscurité de s'installer parmi nous sous couvert de progrès, nous ouvrons la porte à notre propre damnation. Bien qu'il ne la nommât pas explicitement, tout le monde savait qu'il parlait de Zola. La pression sur Samuel Calhoun pour qu'il prenne des mesures devenait intense. Des lettres anonymes commencèrent à arriver, certaines menaçant, d'autres simplement l'avertissant qu'il jouait avec le feu. Le mois de mai 1848 fut le théâtre d'événements dont les détails exacts restent, 175 ans plus tard,
partiellement obscure et contestée. Ce qui suit est reconstitué à partir de fragments de témoignages, de lettres privées et de quelques documents officiels qui ont échappé à la destruction systématique qui suivit. Le 3 mai, une réunion extraordinaire fut convoquée au tribunal du comté. Étaient présents le juge du comté, le shérif, plusieurs grands planteurs incluant Samuel Calhoun, et 2 hommes venus de la capitale, Milledgeville. Ces visiteurs se présentèrent comme des représentants du gouverneur venus enquêter sur les troubles sociaux croissants dans le comté. Les procès-verbaux officiels de cette réunion ont disparu, mais une lettre que le greffier du tribunal, Amos Whitfield, écrivit à son frère 3 jours plus tard, donne un aperçu de ce qui fut discuté. « J'ai assisté à une réunion dont je ne devrais pas parler, mais je dois te confier ce qui pèse sur ma conscience. Il a été question d'une esclave de la plantation Calhoun, une Africaine qui aurait acquis une influence jugée intolérable par les autorités. Les hommes de Milledgeville ont présenté des preuves, ont-ils affirmé, que cette femme était impliquée dans des activités de conspiration, qu'elle préparait une insurrection, qu'elle utilisait ses soins médicaux pour gagner la loyauté d'esclaves de plusieurs plantations dans le but de fomenter une révolte. Ces accusations étaient-elles fondées ? Aucune preuve concrète ne fut jamais présentée publiquement. Il est possible qu'elles fussent entièrement fabriquées pour justifier une action préventive. Mais il est aussi possible que Zola, avec son intelligence remarquable et sa compréhension du système, avait effectivement commencé à organiser quelque chose de plus structuré qu'une simple résistance culturelle. Ce qui est indéniable, c'est que la décision fut prise d'agir rapidement et discrètement. Le terme utilisé dans la lettre de Whitfield est « neutraliser la menace sans créer de martyrs ». Samuel Calhoun, selon le même témoignage, s'opposa vigoureusement, arguant que Zola n'avait jamais montré le moindre signe de violence ou de rébellion ouverte, qu'elle avait, au contraire, sauvé des vies incluant celle de son propre fils. Mais il fut clairement fait comprendre à Calhoun que son opposition pourrait être interprétée comme de la complicité. La nuit du 8 mai 1848, 3 hommes armés entrèrent dans la plantation Calhoun avec un mandat d'arrêt pour Zola Diallo, accusé formellement de incitation à l'insurrection et pratique de sorcellerie. Les accusations de sorcellerie, bien que juridiquement désuètes, étaient un ajout cynique destiné à discréditer toute sympathie potentielle. Ce qui se passa ensuite est le cœur de l'énigme qui a été méthodiquement effacé des archives officielles. Les hommes se rendirent à la cabane de Zola. Elle n'était pas là. Ils la cherchèrent dans toute la plantation. Elle resta introuvable pendant 3 jours. Comment une esclave, surveillée de près, avait-elle pu disparaître sans laisser de traces d'une propriété entourée de patrouilles? Le 11 mai, Zola réapparut de manière aussi mystérieuse qu'elle avait disparu. Mais elle n'était pas seule. Elle était accompagnée de Martha Calhoun, la fille du planteur, et de 5 autres esclaves de la plantation. Ensemble, ils se présentèrent volontairement au bureau du shérif. Ce qui suivit fut une scène qui marqua profondément tous ceux qui y assistèrent. Zola, s'exprimant avec une éloquence qui stupéfia l'assemblée présente, fit une déclaration publique. Elle confirma qu'elle avait des connaissances médicales avancées, héritées de son père et de la tradition de guérisseur de son peuple. Elle admit avoir enseigné aux esclaves à prendre soin de leur santé, à maintenir leur dignité face à l'oppression. Mais elle nia catégoriquement toute implication dans une quelconque conspiration violente. Puis elle fit quelque chose d'absolument extraordinaire pour l'époque. Elle prononça un discours sur la nature de l'esclavage, sur son immoralité fondamentale, sur l'impossibilité de concilier les principes chrétiens professés par la société sudiste avec la pratique de l'asservissement humain. Elle cita des passages de la Bible, des écrits de philosophes, démontrant une érudition qui ne pouvait être expliquée par les quelques mois d'enseignement secret de Martha. Martha Calhoun, présente aux côtés de Zola, confirma qu'elle avait effectivement enseigné à Zola à lire et à écrire, défiant ainsi ouvertement les lois de Géorgie. Elle déclara qu'elle l'avait fait parce que Zola lui avait ouvert les yeux sur l'humanité complète des personnes asservies, une humanité qu'on lui avait appris à nier depuis l'enfance. Un document extraordinaire a survécu à la destruction des archives,
Le témoignage sténographié d'un journaliste local, jamais publié de son vivant, mais retrouvé dans ses papiers personnels. Il rapporte une partie du discours de Zola. « Je suis Zola, fille de Mamadou Diallo, guérisseur et sage de mon village. J'ai été arraché à ma terre, à ma famille, à ma vie. Mais vous ne pouvez pas m'arracher ma connaissance, ma dignité, mon humanité. J'ai soigné vos malades, blancs et noirs, sans distinction. J'ai sauvé des vies que vos médecins condamnaient. Et pour cela, vous m'accusez de sorcellerie. Ce n'est pas de la magie, messieurs, c'est de la médecine, du savoir transmis à travers des générations. Si mon savoir vous menace, c'est parce qu'il expose la fragilité de vos certitudes. » Le silence qui suivit fut, selon le journaliste, d'une densité presque physique. Les autorités présentes étaient confrontées à un dilemme impossible. Elles pouvaient difficilement condamner publiquement une femme qui n'avait fait que soigner les malades et qui venait de se rendre volontairement. Mais elles ne pouvaient non plus laisser impuni un tel défi à l'ordre établi. La solution fut trouvée dans le secret et l'effacement. Il fut décidé, lors d'une réunion fermée dont seules des bribes ont filtré, que Zola serait officiellement vendu à un acheteur de Louisiane, loin de Géorgie, et que tous les documents relatifs à son séjour dans le comté de Baldwin seraient nettoyés pour éviter qu'elle ne devienne un symbole. Mais ce qui se passa réellement reste sujet à spéculation. Certains témoignages affirment qu'elle fut effectivement transportée vers la Louisiane. D'autres, plus troublants, suggèrent qu'elle mourut lors du transport dans des circonstances non clarifiées. Un troisième groupe de témoignages, les plus intrigants mais aussi les moins vérifiables, prétend qu'elle s'échappa avec l'aide d'un réseau clandestin d'abolitionnistes et que son transfert en Louisiane ne fut qu'une couverture. Ce qui est certain, c'est que tous les registres officiels concernant Zola Diallo furent systématiquement détruits ou modifiés. Les documents de vente de Savannah disparurent. Les registres de la plantation Calhoun furent accidentellement endommagés par un incendie qui ne brûla curieusement que les pages la concernant. Les procès-verbaux du tribunal furent perdus lors d'une inondation en 1850. Les mois qui suivirent la disparition de Zola Diallo virent un effort concerté pour effacer non seulement les documents, mais aussi les mémoires. Les esclaves qui avaient été proches d'elle furent dispersés, vendus à différentes plantations à travers l'État. Martha Calhoun fut envoyée vivre chez une tante en Caroline du Nord, officiellement pour parfaire son éducation, en réalité pour l'éloigner et la faire taire. Samuel Calhoun ne fut jamais le même après ces événements. Ses lettres des années suivantes, adressées à divers correspondants, révèlent un homme tourmenté. En juillet 1848, il écrit à un ami « J'ai permis que se produise une injustice que je ne peux nommer, mais qui pèse sur ma conscience comme un poids de plomb. J'ai cru pouvoir naviguer entre mes intérêts et ce que me dictait ma raison. Je me suis trompé, et une personne extraordinaire a payé le prix de mes calculs. » Jacob Winter, le contremaître, développa une dépendance à l'alcool et mourut en 1850 d'une chute de cheval. Sur son lit de mort, selon le témoignage du prêtre qui l'assista, il délira pendant des heures, parlant d'une femme africaine qui le hantait, lui reprochant sa lâcheté. Mais le plus troublant dans cette histoire d'effacement systématique, ce sont les signes persistants que quelque chose avait survécu. Dans les décennies qui suivirent, des histoires circulèrent parmi les communautés d'esclaves à travers la Géorgie et au-delà. Ces histoires parlaient d'une guérisseuse africaine qui avait défié le système, qui avait soigné les malades sans distinction de couleur, qui avait parlé publiquement contre l'esclavage et survécu. Les détails variaient, les noms changeaient, mais le cœur de l'histoire restait reconnaissable. Après la guerre de sécession, quand le Freedmen's Bureau commença à recueillir des témoignages d'anciens esclaves, plusieurs mentionnèrent Zola, bien que souvent indirectement, ou comme une figure presque mythique. Un enquêteur du bureau, frustré par ces références insaisissables, écrivit en 1868 « Il y a une histoire ici, quelque chose d'important qui s'est produit dans le comté de Baldwin avant la guerre.
Tous ceux qui sont assez âgés pour s'en souvenir deviennent évasifs quand on pose des questions directes, comme s'ils avaient peur que même maintenant, 2 décennies plus tard et avec l'esclavage aboli, parler pourrait apporter des conséquences. Ils parlent d'une femme, ils ne s'accordent pas sur son nom ou son destin, mais ils s'accordent sur ceci. Elle a changé quelque chose de fondamental, et le système a eu si peur de ce changement qu'il a tenté de l'effacer complètement. Dans les années 1870 et 80, plusieurs historiens amateurs tentèrent de reconstituer l'histoire de Zola Diallo. Leurs efforts furent systématiquement entravés. Des archives qui auraient dû exister étaient introuvables. Des familles qui auraient pu avoir des documents privés refusaient de coopérer ou affirmaient que ces documents avaient été perdus ou détruits. Il devint évident que l'effort d'effacement avait été remarquablement complet et que des forces continuaient à œuvrer pour maintenir le silence. Un détail particulièrement intrigant émergea dans les années 1920. Un professeur d'histoire de l'Université de Géorgie, le docteur Harold Simmons, découvrit dans les sous-sols de la bibliothèque universitaire une caisse contenant des documents du XIXe siècle qui n'avaient jamais été catalogués. Parmi eux se trouvait un journal médical tenu par un certain docteur Pemberton entre 1846 et 1850. Plusieurs entrées concernaient les pratiques médicales inhabituelles observées à la plantation Kaloun et les résultats troublants obtenus par une esclave africaine non nommée. Simmons prépara un article académique basé sur ces découvertes. Avant qu'il ne puisse le publier, la caisse contenant les documents disparut de la bibliothèque. Simmons lui-même fut victime d'un accident de voiture fatal 3 semaines plus tard. La police conclut à un accident dû à l'alcool, bien que Simmons fût un abstinent notoire. Ces coïncidences troublantes suggèrent que même au XXe siècle, certains trouvaient l'histoire de Zola Diallo suffisamment dangereuse pour justifier sa suppression continue. Pourquoi? Une théorie, proposée par plusieurs chercheurs, est que l'histoire de Zola, si elle était pleinement documentée et reconnue, remettrait en question des narratives soigneusement construites sur la période de l'esclavage en Géorgie. Elle démontrerait que les esclaves n'étaient pas des victimes passives, mais des êtres humains complexes, intelligents, capables de résistance sophistiquée. Elle exposerait la fragilité intellectuelle et morale du système esclavagiste. Dans les années 2000, avec la numérisation croissante des archives historiques, de nouveaux fragments ont émergé. Une lettre de Sarah Kaloun, découverte dans une collection privée vendue aux enchères, confirme l'existence de Zola et mentionne les événements troublants de mai 1848. Un registre fiscal de 1847, retrouvé dans les archives d'État, liste une esclave africaine, spécialité médicale, valeur $1 500, parmi les actifs de Samuel Kaloun, confirmant l'évaluation extraordinairement élevée. Mais le document le plus troublant n'a été découvert qu'en 1995, lors de la rénovation d'une vieille église méthodiste dans le comté de Baldwin. Derrière un mur, les ouvriers trouvèrent une boîte en métal contenant un cahier. Le cahier était rempli d'une écriture soignée en français et en anglais, détaillant des recettes médicales, des observations sur les plantes locales et leurs propriétés, et des réflexions personnelles. La dernière page contenait une déclaration. « Je suis Zola, fille de Mamadou, et je laisse ces connaissances pour ceux qui viendront après moi. Que ma voix ne soit pas effacée. » L'authenticité de ce cahier reste débattue. Certains experts affirment qu'il est authentique, que l'écriture correspond au style de l'époque et que les connaissances médicales décrites sont cohérentes avec les pratiques africaines traditionnelles de guérison. D'autres soutiennent qu'il pourrait être un faux élaboré, créé par quelqu'un qui connaissait l'histoire et voulait donner une forme tangible à un récit en grande partie oral. Cette histoire vous a-t-elle troublé autant que nous? Croyez-vous que tout a été révélé sur le destin de Zola Diallo? Commentez vos théories ci-dessous. Abonnez-vous pour plus de mystères historiques oubliés et partagez cette histoire avec ceux qui cherchent la vérité derrière les silences de l'histoire. Aujourd'hui, en 2025, 177 ans après les événements de mai 1848, l'histoire de Zola Diallo reste fragmentaire, contestée et fondamentalement irrésolue.
Les historiens continuent à débattre de ce qui s'est réellement passé, de ce qui relève du fait documenté et ce qui appartient à la légende. Certaines questions demeurent sans réponse. Qu'est-il réellement arrivé à Zola après son arrestation? Est-elle morte en Géorgie? A-t-elle été vendue en Louisiane? Ou a-t-elle réussi à s'échapper vers la liberté dans le Nord, voire au Canada? Pourquoi l'effort d'effacement a-t-il été si systématique et si durable? Qu'avait-elle réellement vu à Charleston qui justifiait qu'on veuille la faire disparaître? Les descendants des familles impliquées, quand on peut les identifier et qu'ils acceptent de parler, offrent des récits contradictoires. Certains descendants des Calhoun maintiennent que Zola fut traitée avec respect et qu'elle mourut de cause naturelle dans les années 1850. D'autres murmurent des histoires plus sombres, transmises à voix basse à travers les générations. Dans la communauté afro-américaine de Géorgie, Zola Diallo est devenue une figure semi-légendaire, symbole de résistance, de connaissance et de dignité face à l'oppression. Des écolières portent son nom. Des organisations communautaires l'invoquent comme inspiratrice. Mais même là, les détails de son histoire restent flous, modelés par le temps et la transmission orale. Ce qui est indéniable, c'est qu'une jeune femme africaine exceptionnelle a existé dans le comté de Baldwin en Géorgie dans les années 1840. Qu'elle possédait des connaissances médicales remarquables pour son époque, qu'elle a exercé une influence inhabituelle dans un système conçu pour la réduire à la condition d'objet, et que son existence a été jugée suffisamment menaçante pour justifier un effort systématique d'effacement qui a duré plus d'un siècle. L'histoire de Zola Diallo pose des questions qui dépassent son cas individuel. Combien d'autres histoires similaires ont été complètement effacées, sans laisser même les fragments qui permettent de reconstituer la sienne? Combien de voix ont été réduites au silence? Combien de vies extraordinaires ont été délibérément oubliées parce qu'elles ne correspondaient pas aux narratives que le pouvoir voulait préserver? Peut-être que la leçon la plus importante de cette histoire n'est pas dans les réponses, mais dans les questions elles-mêmes. Dans le fait que, malgré tous les efforts pour l'effacer, l'histoire de Zola a survécu, même sous forme fragmentaire. Dans le fait que les silences dans les archives historiques peuvent être aussi révélateurs que ce qui y est écrit. Dans le fait que l'histoire officielle n'est jamais l'histoire complète. Quelque part dans le comté de Baldwin, peut-être dans un cimetière non marqué, peut-être dans une terre qui a longtemps depuis été convertie à d'autres usages, repose peut-être Zola Diallo. Ou peut-être a-t-elle vécu une longue vie ailleurs, sous un autre nom, continuant à soigner, à enseigner, à résister. Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude, mais nous savons ceci. Elle a existé. Elle était réelle. Et malgré tous les efforts pour effacer son souvenir, nous en parlons encore aujourd'hui. Dans un système conçu pour déshumaniser et oublier, elle a réussi l'impossible. Elle a persisté dans la mémoire collective. Et peut-être que c'est la forme la plus puissante de résistance. L'histoire de Zola Diallo nous rappelle que derrière chaque statistique sur l'esclavage, derrière chaque mention impersonnelle dans les registres de plantation, il y avait une personne complète, avec son intelligence, ses connaissances, ses espoirs et sa dignité. Des personnes que le système a tenté de réduire à des choses, mais qui sont restées obstinément humaines. Et elle nous rappelle aussi que l'histoire est toujours écrite par ceux qui ont le pouvoir, mais que la vérité a une manière persistante de filtrer à travers les silences et les effacements, que les voix qu'on tente de faire taire trouvent d'autres moyens de se faire entendre, que la mémoire collective peut préserver ce que les archives officielles ont détruit. Alors, cette histoire est-elle vraie? Zola Diallo a-t-elle vraiment existé telle qu'elle est décrite ici? Les fragments documentaires suggèrent que oui. Les efforts d'effacement suggèrent que quelque chose d'important s'est passé. Mais la vérité complète reste, comme tant de vérités de cette période sombre de l'histoire américaine, quelque part entre le documenté et l'oublié, entre le dit et le non dit, entre ce qui est arrivé et ce que nous pouvons prouver,
Et peut-être que c'est précisément ce qui rend cette histoire si puissante. Elle nous force à confronter les limites de ce que nous pouvons savoir avec certitude sur le passé. Elle nous rappelle que l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Et elle nous invite à imaginer les innombrables histoires d'humanité, de résistance et de dignité qui ont été perdues dans les silences de l'histoire. L'histoire impossible de Zola Diallo, que la Géorgie a tenté d'effacer, persiste. Imparfaite, fragmentaire, contestée, mais persistante. Et dans cette persistance même, il y a une forme de justice, une forme de victoire contre l'oubli. Peut-être que quelque part, dans des archives encore non explorées, dans une cave poussiéreuse, dans une boîte oubliée, d'autres fragments attendent d'être découverts. Des fragments qui compléteront le portrait, qui répondront aux questions qui demeurent. Ou peut-être pas. Peut-être que nous devrons vivre avec l'incomplétude, avec le mystère. Mais nous continuerons à raconter l'histoire. Nous continuerons à poser les questions. Et nous continuerons à honorer la mémoire d'une jeune femme africaine qui, pendant un bref moment dans les années 1840, a défié l'impossible et laissé une marque si profonde que même 177 ans d'efforts pour l'effacer n'ont pas réussi à la faire disparaître complètement. Zola Diallo, fille de Mamadou, guérisseuse, enseignante, résistante, que son nom ne soit pas oublié.